multiplier les achats ou les locations à longue durée, et nous voyons partout la propriété financière gagner des secteurs, des territoires et des classes d'actifs desquels elle n'était pas impliquée. Contractualisation, privatisation, ça n'est pas la voie de la mondialisation heureuse, c'est la voie du monde comme champ clos des affrontements pour la survie qui sont en train de recréer quelques-unes des conditions d'origine des sociétés politiques. Alors, et ça sera naturellement mon dernier point, vers quoi va-t-on? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et d'une certaine manière, que faut-il faire? Naturellement que cette sortie de la mondialisation est marquée par la confusion. Madeleine Albright en faisait déjà la réflexion au début des années 90. Après la chute du mur de Berlin, nous n'avons plus aucune idée simple qui nous permette de penser le monde. Oui, je crois que ce monde est de manière extrêmement forte en panne d'analyse, en panne d'explication et en panne de compréhension. Alors, essayons de nous livrer un petit exercice qui consiste à discerner quelques lignes de force et à essayer de distinguer, exercice cher à nos amis chinois que François Julien nous révèle si bien, essayer d'y distinguer non pas les stratégies gagnantes, le potentiel de force des situations. Le premier élément le plus clair, c'est le retour de l'histoire et de la géographie. J'ai parlé de géoéconomie, j'ai parlé de géopolitique. La terre que nous avons sous nos pieds va continuer à déterminer nos vies. L'histoire, ce qui a été vécu par d'autres que nous, ce pourquoi ils ont cru, ils se sont battus et parfois ils sont morts, va continuer à expliquer l'essentiel de nos vies, bien au-delà de l'indétermination des réseaux satellitaires ou planétaires. Le monde de l'indétermination n'est pas le nôtre. Ce retour de l'histoire et de la géographie a une conséquence très simple, c'est que nous allons sortir du transnational ou du supranational pour entrer résolument dans le multinational. Les mots ont leur importance. Beaucoup d'entreprises se sont rêvées transnationales, imposant une culture qui serait la leur à des collaborateurs issus de cultures, de civilisations, de peuples différents. Je crois que les entreprises gagnantes sont les entreprises qui seront résolument multinationales pour avoir plaidé devant des entreprises industrielles françaises pour qu'elles enfreignent la tradition en localisant aussi leurs centres de recherche dans des foyers de grandes cultures et de grandes civilisations différentes qui apporteraient des réponses différentes et peut-être des innovations différentes. Je ne peux que saluer la décision, par exemple, du géant Michelin d'implanter un centre de recherche pour la première fois dans son histoire en Inde. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que la civilisation indienne aura une autre réflexion quant au rapport à la route que ne peuvent en avoir des Européens rationnels. Et de la même manière, je suis certain que sur beaucoup de sujets qui sont ceux de l'énergie, qui sont ceux, pourquoi pas, de la gestion des produits financiers, des civilisations comme la civilisation chinoise, des civilisations comme la civilisation indienne, auront des approches et des réponses qui seront différentes. Et je pense qu'il faut les entendre parce qu'elles sont très probablement en train de donner un sens nouveau à ce qu'on appelle le multinational, le multirégional ou le multilocal. Deuxième élément de ce potentiel de situation que j'essaye d'explorer, celui évidemment de l'abandon de tout préjugé de supériorité occidentale. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne fasse pas partout dans le monde tout ce que nous avons su faire pour que tout ce que nous avons cru être notre monopole ou notre apanage ne soit pas leur monopole ou leur apanage demain, bref. Et ceci est, je crois, de la plus haute conséquence économique. Le monde de la puissance est en train de se réaccorder avec celui des masses. Il y aura beaucoup moins besoin de nous partout dans le monde, parce qu'un peu partout dans le monde, chaque bloc continental ou chaque bloc régional sera à peu près autosuffisant. L'exemple naturellement qui brûle les lèvres est celui de la Chine.
La Chine avait besoin de nous, quel besoin criant pour ses TGV et pour ses trains. La Chine vient de réaliser en toute autonomie un TGV salué par l'ensemble des techniciens mondiaux, celui qui relie Rouen à Canton, je crois 1000 km en 3 heures. Et j'ai personnellement extrêmement peu de doutes sur le fait que sur tous les sujets de l'énergie, sur tous les sujets des transports et de l'aéronautique, sur tous les sujets des satellites, des télécommunications et d'Internet, la Chine saura faire tout ce qu'elle a dû acheter ou tout ce pourquoi elle a dû avoir recours à l'Occident depuis 20 à 30 années. Et je n'ai aucun doute sur ce point, nombre de régions du monde sont en train de suivre le même chemin. Vous voyez la conséquence tout à fait majeure de cela. C'est naturellement mettre en doute le schéma des entreprises transnationales telles que nous les connaissons. C'est mettre en doute la création de valeur stupidement résumée par « ils nous rattrapent mais nous ferons toujours la course en avant de l'innovation ». Je ne suis absolument pas certain que ce « nous ferons toujours la course en avant de l'innovation » ne réponde pas d'abord à quelques stupides préjugés ethnocentriques ou pour le dire clairement racistes, nous saurons toujours faire ce qu'ils ne savent pas faire. Je crois qu'il faut en faire son deuil, c'est fini. Et nous devons donc nous préparer à un monde qui retrouve peu à peu les conditions de la puissance qui étaient les siennes au début du XIXe siècle, à une époque où le pays le plus peuplé du monde, la Chine, était aussi la première puissance industrielle et artisanale, une époque où le second pays le plus peuplé du monde, l'Inde, était aussi la première puissance industrielle et artisanale, etc., etc. Je vous invite tout simplement à regarder les prévisions qui se multiplient aujourd'hui. Si tout se passe sans accident politique majeur, les 3 pays les plus peuplés de la planète d'ici 2015 ou 2020, qui seront dans l'ordre l'Inde, la Chine et les États-Unis, devraient être aussi les 3 premières puissances économiques et géoéconomiques mondiales. Cette remise en ordre de la puissance et de la masse, c'est tout simplement la fin du privilège de l'Occident, ce privilège que Paul Valéry résumait si bien en disant « Nous aurons vécu un accident unique dans l'histoire ». Cet accident pendant lequel, quand on mettait dans les plateaux d'une balance l'immense continent indien et cette toute petite île britannique, la petite île britannique pesait plus lourd que le continent indien. Je vous invite à considérer que cette exception est d'ores et déjà terminée.